Bonjour à tous, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Madame Edwige Diaz pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je voulais lui demander précisément où était-il alors que l'explosion de l'insécurité est une réalité dans notre pays. Donc ma question s'adressera au ministre qui voudra bien nous répondre. Je voudrais interroger un ministre volontaire sur la question de l'entrisme islamiste qui gangrène notre société. En la matière, le bilan des macronistes est désastreux. Des morts, des blessés, des victimes innocentes, une explosion de la proportion de femmes portant le voile islamiste, la multiplication des atteintes à la laïcité au sein des écoles, une augmentation des attaques à l'encontre des élus qui dénoncent courageusement l'instauration de la charia, l'infiltration de l'obscurantisme islamiste au sein des associations sportives, culturelles, des grandes entreprises, des organisations étudiantes, syndicales et même de la vie politique, avec pour les élections européennes, comme en 2019, une liste soutenue par l'Union des démocrates musulmans français. Alors, Monsieur le ministre volontaire pour me répondre, que faites-vous pour protéger les Français qui sont plus de 80% à s'inquiéter de cette situation ? Je vous remercie. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre en charge des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Diaz, d'abord je vous demande de bien vouloir excuser le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Et je vous indique, comme cela vous a été déjà indiqué, que la lutte contre le séparatisme islamiste et contre l'antisémitisme constitue une des priorités de notre gouvernement. Dans la continuité du discours du président de la République au Mureaux le 2 octobre 2020, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a constitué une réponse importante pour réarmer la France contre le séparatisme islamiste. Elle offre en effet un arsenal juridique mobilisable par les services de l'État à l'encontre des associations, des lieux de culte ou encore des individus qui sont en rupture avec les principes et les valeurs de notre République. Les cellules de lutte contre l'islamisme radical ont ainsi procédé à plus de 31 000 contrôles, Madame la députée, procédé à la fermeture administrative définitive ou temporaire de 1112 établissements. Sur décision du ministre de l'Intérieur, 2 imams radicaux ont été récemment expulsés en 2024 en moins de 24 heures pour leurs appels à la haine et pour leurs propos antisémites en particulier. Lutter contre le séparatisme islamiste, c'est aussi un combat de valeurs contre un projet politico-religieux théorisé qui prenne aussi le parti d'un discours lisse pour progressivement imposer des normes de valeurs remettant progressivement en cause nos principes républicains, la laïcité ou l'égalité entre les femmes et les hommes. En application des orientations du Conseil de défense, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont confié à l'ambassadeur François Gouillette et au préfet Pascal Courtade une mission sur l'influence de l'islam politique en France et particulièrement sur la mouvance des frères musulmans. Soyez amusée, Madame la députée, moi je ne le suis pas. Merci Madame la ministre. Le mène avec nous, ainsi que de nombreux États. Madame la ministre, je vous musulman. remercie. Vous avez écoulé votre temps de parole. Madame la députée. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre réponse n'est absolument pas à la hauteur. Moi, je voulais vous demander pourquoi on ne vous entend pas, ni vous, ni vos eurodéputés, vous opposer aux décisions prises par Bruxelles qui a alloué des sommes considérables avec l'argent des Français à des organisations liées au frérisme telles que le FEMISO, l'ONG ENAR ou l'association Al-Fana. Pourquoi n'expulsez-vous pas les islamistes étrangers, ne fermez-vous pas les mosquées radicales? Pourquoi ne mettez-vous pas un terme à l'immigration massive, terreau du communautarisme et de l'islamisme? Bref, qu'attendez-vous pour mettre en œuvre les propositions protectrices que Marine Le Pen a compilées dans une loi dès 2021 et qui ont été rappelées par Jordan Bardella à l'occasion d'une conférence de presse en décembre dernier? Je n'ose penser, Madame la Ministre, que c'est par peur de froisser l'Association des musulmans de France, ex-UOIF, qui a appelé à voter au présidentiel pour Emmanuel Macron. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Olivier Marleix pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, il paraît que le Président de la République veut réindustrialiser la France. Alors, parlons-en. Parlons d'Atos, 100 000 salariés,
champion national européen du numérique, entreprise conçue pour assurer l'indépendance de la France dans les calculs de haute intensité. Il y a 6 mois, je vous ai invité à nationaliser temporairement Atos pour éviter un naufrage. Cela m'a valu à l'époque les railleries de vos ministres. 6 mois plus tard, vous nationalisez. Tant mieux, mieux vaut tard que jamais. Mais vous semblez être les seuls à ne pas avoir compris qu'il fallait maintenir l'intégrité d'Atos et vous continuez à privilégier le plan de découpe conçu par la banque Rothschild et vos conseils américains. Parlons de Biogarant, champion français du médicament générique, notamment l'amoxicilline, qui fait défaut dans nos pharmacies, dont nous consommons 61 millions de boîtes en France. L'entreprise est dans l'impasse parce que les remboursements de la sécurité sociale sont à un prix inférieur au coût de production. Aujourd'hui, l'actionnaire veut jeter l'éponge avec un risque de prise de contrôle par un investisseur étranger, alors que le Covid nous a enseigné combien nous étions désormais démunis. Allez-vous vous y opposer fermement, comme vous avez su le faire à une époque pour préserver Carrefour? Biogarant doit rester français. Parlons aussi de Total, la plus grosse valorisation du CAC 40, entreprise construite pour assurer l'indépendance énergétique de la France dans le secteur pétrolier. À force de vouloir verdir la finance en refusant à Total le label ISR pour ses activités dans les renouvelables, vous les poussez à se financer aux États-Unis au point qu'ils envisagent aujourd'hui une cotation sur la bourse de New York. Quand cesserez-vous d'être les liquidateurs de nos champions industriels français? Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Marlex. Oui, nous réindustrialisons la France, et ce depuis 2017, avec une action résolue pour faciliter l'implantation d'activités industrielles en France, la réimplantation après plusieurs décennies de désindustrialisation. Nous avons inversé la tendance. Est-ce que nous avons déjà effacé des décennies de désindustrialisation? Évidemment non, pas encore. Mais la tendance s'est inversée. Ça fait 5 ans maintenant qu'on crée plus d'emplois industriels en France qu'on en détruit. Ça n'était pas arrivé depuis des décennies. Ça fait 5 ans qu'on ouvre plus d'usines en France qu'on en ferme. Ce n'était pas arrivé depuis des décennies. 200 usines qui ont été ouvertes l'an dernier en net dans notre pays. 176 l'année précédente. Il y a quelques jours, nous avons eu l'information qui a été révélée. Pour la 5e année consécutive, la France est classée par les baromètres indépendants internationaux pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. C'est une bonne nouvelle pour notre pays, pour l'économie et pour les Français. L'an dernier, nos startups ont réalisé un montant de levée financière supérieur à ce que nous constatons en Allemagne et chez nos principaux voisins européens. Je ne dis pas ici que tout va bien dans le meilleur des mondes, je suis lucide. Évidemment qu'il y a encore des difficultés. Ce que je dis, c'est que la tendance est la bonne et que cette tendance, je le crois très profondément, on la doit au cadre fiscal, au cadre économique qui a été posé par cette majorité depuis 2017 pour soutenir et faciliter l'activité économique. Dans quelques jours se tiendra le sommet Choose France qui se tient chaque année et je le crois à nouveau, de très grands projets d'investissement dans notre pays seront annoncés par des investisseurs internationaux. Il faut s'en réjouir. C'est aussi grâce à cela que nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans et que près de 2 500 000 emplois aient été créés dans notre pays. Restent des entreprises en difficulté. Nous les suivons au cas par cas et nous les suivons d'extrêmement près. Il y a le cas d'Atos que vous avez évoqué et le gouvernement a eu l'occasion d'annoncer un certain nombre de choses et de tracer des perspectives pour garantir notamment que les activités les plus stratégiques restent bien sous pavillon français. Il y a la situation de Biogarant que vous évoquez qui est, je le dis, suivie de très près au jour le jour par le ministre de l'Industrie Roland Lescure et je le dis, nous imposerons des conditions drastiques sur l'avenir de cette entreprise et de Biogarant pour les raisons que vous avez évoquées, notamment en matière de souveraineté pour notre pays. Nous avons les instruments avec le CIRI notamment qui nous permettent de suivre les situations difficiles d'entreprises qui traversent des difficultés. Nous continuerons à les accompagner, à chercher à chaque fois des repreneurs, à chercher à chaque fois que les activités stratégiques restent sous pavillon français et surtout, nous continuerons avec une politique visant à faciliter le développement de l'activité économique pour alléger le poids de la fiscalité sur les entreprises et sur l'activité économique et pour tout faire pour que la France redevienne une grande nation industrielle. C'est possible et nous en voyons les premiers résultats.
Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président. Un seul chiffre, 9,5%, c'est le poids de l'industrie manufacturière dans le PIB. Il n'a jamais été aussi faible de notre histoire, Monsieur le Premier ministre. Ne vous laissez pas griser par votre propre communication. Je vous remercie, Monsieur le Président Marlex. La parole est à présent à Madame Sabine Tillet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait à Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Alors que la guerre en Ukraine se prolonge et que les tensions géopolitiques s'intensifient à travers le monde, il est crucial d'avoir une défense européenne plus forte et plus résiliente. Plus que jamais dans ce contexte, la France plaide pour un renforcement du financement de l'industrie de la défense. Notre ambition est claire. Les États membres doivent investir davantage, mieux, ensemble et européen. C'est aussi dans cette ligne que s'inscrit le rapport sur l'avenir du marché unique de l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. À l'heure qu'il est, malgré des budgets de défense conséquents, le marché européen de la défense souffre de sa fragmentation. Une étude du Parlement européen établit qu'une vraie coopération des Européens en matière de défense permettrait d'économiser ou d'investir entre 25 et 75 milliards d'euros par an. Sans oublier que 70% des acquisitions de défense des États membres de l'UE entre le début de la guerre d'agression russe et juin 2023 ont été effectués en dehors de l'Union européenne. Pour le groupe démocrate, il est prioritaire que les États membres s'engagent dans cette direction. Nous le savons, les négociations s'annoncent difficiles, surtout dans une année électorale où d'autres questions essentielles, comme la migration, le coût de la vie et le changement climatique, pourraient éclipser la question de la défense. Ainsi, Monsieur le ministre, pourriez-vous me dire quelles sont les priorités que le gouvernement français souhaite voir reprises en matière de défense par la Commission et le Parlement européen à la suite des élections européennes de juin? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, veuillez excuser l'absence du ministre Sébastien Lecornu. Néanmoins, je dois le dire, l'Europe est à un moment charnière de la défense européenne et l'Europe est également entourée aujourd'hui de guerres, de conflits, l'Ukraine, le Sahel, nous avons Gaza également sur lequel il y a de nombreuses préoccupations et face à cette réalité, seule réponse possible pour la défense européenne est l'unité des 27. Le président avait eu l'intuition d'appeler à renforcer l'autonomie stratégique européenne dès 2017. Elle commence aujourd'hui à voir le jour avec de nombreux dispositifs, mais il faut maintenant accélérer. C'est le message fort d'ailleurs de la Sorbonne que le président de la République nous a délivré le 25 avril dernier. Nous le devons d'ailleurs peut-être pour nous-mêmes d'abord, puisqu'il n'y a pas d'indépendance sans autonomie de la défense. Et puis, nous le devons aussi à nos amis ukrainiens, que nous défendons et que nous soutenons de manière implacable. Cela passe également, et vous l'avez signalé, Madame la députée, par le rapport Letta qui dresse des perspectives très importantes, je dois le dire, pour réduire nos dépendances, pour renforcer notre base industrielle. Mais peut-être un message est important. Il faut avancer notamment en assumant la préférence européenne de manière claire. L'argent européen doit permettre notamment d'acheter du matériel européen. C'est le seul moyen d'avoir une industrie robuste et compétitive, capable de réduire de plus et mieux et produire mieux en France et en Europe. Pour cela, en tout cas, nous avons un rendez-vous à 27 que nous pouvons conduire. Je tiens à le dire également, si nous calculons l'ensemble de nos budgets européens de défense, cela représente à peu près 270 milliards d'euros à plusieurs. Donc nous avons des marges de manœuvre à nous de construire et la France avancera sur cette perspective. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Sébastien Delogu pour la France insoumise. Monsieur le Premier ministre, hier soir, au repas annuel du CRI, vous avez dénoncé, je cite, « les leçons de morale de certains bien au chaud expliquées à la société israélienne qu'ils surréagissent. Massacrer 40 000 êtres humains, en majorité des femmes et des enfants, c'est donc dans votre bouche une simple surréaction.
Prônez la justice et la paix et le cessez-le-feu, c'est donc dans votre bouche des leçons de morale. Vos propos sont irresponsables, ignobles, inhumains. Au même temps, Netanyahou, le criminel de guerre contre la vie des familles d'otages, du Conseil de sécurité des Nations Unies, de la Cour internationale de justice et des peuples du monde entier, balayé d'un revers de la main une proposition de trêve et annoncer une attaque terrestre à Rafah. Une nouvelle boucherie qui, à l'heure où je vous parle, a déjà commencé. Rafah, dernière étape du déplacement forcé, du nettoyage ethnique du peuple gazaoui, déshumanisé, massacré, génocidé. Rafah, ultime refuge d'1,2 million d'êtres humains innocents, parmi lesquels 600 enfants qui font face en ce moment même à l'abîme, à la mort, sous l'inaction complice, coupable de toutes celles et ceux qui n'auront plus jamais l'âme tranquille. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, monsieur le Premier ministre. À Rafah, c'est l'humanité elle-même qui est souillée. Notre République doit ici à la hauteur de ses principes. Votre gouvernement, s'il ne veut pas être complice, doit agir. Combien de sang, combien de larmes doivent être versées pour que vous décidez enfin de stopper les livraisons d'armes et de suspendre tous les accords de coopération entre Israël et la France. Mettez-vous enfin à la hauteur de l'histoire et imposez le cessez-le-feu. Je vous remercie. La parole est à monsieur Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, permettez-moi d'évoquer ce que vous n'évoquez jamais dans vos questions le 7 octobre et d'évoquer que la France a été peut-être et sûrement le pays le plus touché après Israël et que nous avons toujours 3 otages à Gaza. Et je souhaite leur rendre hommage. La France est toujours mobilisée. Mais vous le faites jamais. Nous sommes obligés de rééquilibrer vos positionnements politiques qui sont totalement délirants, monsieur Delegou. Ne le faites jamais. Jamais. D'ailleurs, la Cour de justice internationale que vous citez très souvent en faisant dire notamment ce qu'elle ne dit pas, demande la libération des otages de manière imminente. Nous aussi et vous aussi, j'en suis sûr. Cette tragédie, monsieur Delegou, nul ne peut l'imaginer. Et aussi, Madame la Présidente, on ne s'entend pas parler. S'il vous plaît, on laisse... Non mais laissez répondre le ministre. Ben non mais attendez, si vous faites les questions et les réponses, ça n'ira pas. Donc s'il vous plaît, un peu de silence. Mesdames, Messieurs Monsieur le ministre les députés, a la parole, ça suffit. Cette tragédie, nul ne peut l'ignorer, est aussi celle des Palestiniens. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Elle justifie à notre demande un cessez-le-feu et, je le dis, le refus d'une offensive à Rafah. Les Palestiniens n'ont pas d'ailleurs à être les victimes des crimes du Hamas, qu'il s'agit systématiquement d'ailleurs de leurs intérêts. La France agit, elle agit notamment sur l'aide humanitaire. Les Palestiniens et les Ukrainiens sont les premiers bénéficiaires de l'aide humanitaire de la France. Il y a d'ailleurs pas de motivation là-dessus puisque 120 millions d'euros ont été mobilisés, mesdames, messieurs les députés, pour l'aide humanitaire à Gaza. Il s'agit aussi de retrouver une sortie politique, nous l'avons dit également. Beaucoup, la France œuvrera au Conseil de sécurité des Nations Unies pour aussi demander... Merci, monsieur le ministre. Merci. Allez, la parole est à monsieur Clément Beaune pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, le 21 juillet 2020, il y a presque 4 ans, l'Union européenne s'est dotée d'un plan de relance inédit et massif pour répondre ensemble par une dette commune à la conséquence économique terrible de la Covid.
Quelques mois plus tard, le Parlement européen, sous l'impulsion des députés de la majorité présidentielle, qui n'ont hélas pas été soutenus par beaucoup des formations politiques représentées dans cet hémicycle, a consacré ce plan de relance de 750 milliards d'euros. Cet plan de relance, cette dette commune, a marqué une immense avancée pour l'Europe. C'est certainement la plus grande avancée économique et politique pour notre continent depuis l'introduction de l'euro. Ce plan de relance, cette dette commune ont aussi marqué une immense réussite pour la France. La France a été, sous l'impulsion du président de la République, le pays qui a été en premier à l'œuvre pour construire ce plan de relance et cette réponse collective. Mais la France a aussi été parmi les premiers bénéficiaires, et l'est encore aujourd'hui, de ce plan de relance, avec 40 milliards d'euros, avec 40% du plan de relance national qui a été ainsi financé par l'Europe. Derrière chaque projet, derrière chaque entreprise, derrière chaque emploi, derrière chaque Français qui est soutenu par le plan de relance national, il y a l'argent et le soutien de l'Europe. Derrière des grands chiffres abstraits, Monsieur le Ministre, vous le savez, ce sont des résultats très concrets. 1 million de foyers qui ont été soutenus dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'. 3 millions de Français qui ont été connectés à la fibre grâce à ce plan de relance européen. La semaine dernière, la Commission européenne a acté le versement d'une nouvelle tranche de 7,5 milliards d'euros, avant une nouvelle tranche de 10 milliards d'euros supplémentaires. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les priorités de ces fonds supplémentaires au bénéfice de notre pays et de l'ensemble de nos territoires dans les semaines qui viennent? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Clément Beaune, il y a 4 ans, la France connaissait la crise économique la plus grave qu'elle ait eu à vivre depuis 1929. Nous avons protégé les Français, mis en place les prêts garantis par l'État, financé l'activité partielle, soutenu les hôteliers, les restaurateurs, des pans entiers de notre économie, et nous pouvons tous ici collectivement être fiers du soutien que nous avons apporté à l'économie française pendant cette crise du Covid. Ensuite, il a fallu relancer. Et pour relancer, il fallait des sommes considérables qui se chiffraient en centaines de milliards d'euros. La France n'avait pas les moyens de relancer à elle seule son économie et son activité. Elle s'est donc battue avec le président de la République, avec vous, Monsieur Beaune, qui était à l'époque ministre en charge des Affaires européennes, pour mettre en place ce qui était inconcevable il y a encore quelques années, une dette en commun qui permettait de mutualiser les moyens financiers de l'Union européenne et d'apporter une réponse massive, immédiate, à la relance économique de l'Union européenne qui venait d'être touchée par le Covid. C'était impossible, nous l'avons fait, et nous l'avons fait seuls. Ni M. Glucksmann, ni M. Bardella n'ont voté le plan de relance pour l'Union européenne. L'Europe, il y a ceux qui en parlent et il y a ceux qui la font. Vous faites partie de ceux qui ont fait l'Europe. Et c'est comme ça que nous avons financé nos usines, c'est comme ça que nous avons financé l'innovation, c'est comme ça que nous avons financé des centaines de milliers de postes d'apprentis, c'est comme ça que nous avons financé la transition climatique, c'est comme ça que nous avons financé MaPrimeRénov', et c'est comme cela que nous avons réussi, nous en France, à être le premier État en Europe à retrouver son niveau d'activité d'avant-crise après le Covid. C'est grâce à l'Europe et c'est grâce à votre action, Monsieur Beaune. Alors maintenant, il reste 10 milliards d'euros à débourser, 3,3 milliards qui seront déboursés fin 24, 6 milliards ensuite en 2026. Nous continuerons sur la même voie au service de notre économie et de nos compatriotes. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe Les Écologistes. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 9 février dernier, le préfet de Seine-et-Marne a signé un arrêté autorisant 2 forages pétroliers à proximité des sources des eaux de Paris, près de Fontainebleau, dans une zone Natura 2000. 2 forages pétroliers qui menacent, selon Dan Lert, président des eaux de Paris, de contaminer et polluer de manière irréversible l'eau potable utilisée par 180 000 franciliens. Ça rappelle Stocamine. Nous apprenions le mois dernier que l'eau distribuée par Nestlé avait fait l'objet d'un filtrage en raison de contaminations bactériennes récurrentes. L'ANSES a révélé que certaines sources de ces eaux minérales étaient également polluées par des produits chimiques. La semaine dernière, c'est Perrier qui a dû détruire 2 millions de bouteilles. Nous avons donc réussi l'exploit de polluer même les sources d'eau les plus inaccessibles. En 1970, nous disions de nous-mêmes que nous n'avions pas de pétrole, mais que nous avions des idées. Est-ce parce que vous n'avez plus d'idées que vous cherchez du pétrole ?
Nous pouvons vivre sans pétrole, nous ne pourrons jamais nous passer d'eau potable de qualité. Aujourd'hui, les nappes phréatiques ne sont pas suffisamment protégées. Cette autorisation est par conséquent irresponsable. Le député concerné s'en inquiétait déjà en 2020 et écrivait dans une lettre « Le projet constitue un risque pour la qualité des eaux sur et au-delà du territoire ». Aujourd'hui, ce député, c'est votre ministre de la Santé, Frédéric Valletoux. Monsieur le ministre, ma question est en fait une demande. Arrêtez immédiatement ce projet et présentez en urgence une loi cadre de protection de l'eau. Je vous remercie. La parole est à monsieur Roland Lescure, ministre de l'Énergie et de l'Industrie. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Sandrine Rousseau. Une députée qui envisage publiquement de ne pas respecter la loi, c'est quelque chose. Mais une députée de la Nation qui enjoint le gouvernement à ne pas respecter une décision de justice, alors là, vous passez toutes les limites. Toutes les limites, Madame la députée. Moi, quand je suis arrivé dans cet hémicycle en 2017, j'ai eu l'honneur que la deuxième loi que nous avons votée, c'est celle qui a prévu l'extinction du forage et de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures en France d'ici 2040, et c'est cette majorité qui l'a votée. Et c'est dans le cadre de cette loi, Madame la députée, c'est pas trop tard, Madame la présidente Châtelain, on a encore 60% de l'énergie en France qui vient d'hydrocarbures. Il y a 1% qui vient de France. Vous préférez vous masquer les yeux et qu'elle vienne du bout du monde. Nous respectons la loi qui a été votée ici. Cette loi prévoit que les concessions prévues, et celle dont vous parlez est prévue depuis 2009, puissent être exploitées jusqu'en 2040. Celle dont vous parlez en l'occurrence, c'est 2034. Mais pas selon n'importe quelle condition, Madame la députée. Vous le savez, vous y avez fait référence. Le préfet a pris un arrêté en janvier 2024, de manière à ce que cette exploitation, autorisée par la loi et enjointe par le gouvernement, respecte évidemment l'environnement. Donc arrêtez de faire peur à tout le monde. Des conditions extrêmes, je vais vous les lire, ont été engagées par le préfet et seront évidemment respectées. Des travaux de forage suivis par un géologue, des critères spécifiques imposés aux fluides utilisés pour le forage, le contrôle de l'ensemble des produits chimiques utilisés sur le site, le contrôle de la cimentation des puits et évidemment la mesure de la turbidité, c'est-à-dire la qualité de l'eau, de manière à ce qu'elle reste limpide sur toute la zone concernée. Donc oui, nous respectons la loi, nous respectons les décisions de justice et oui, nous respectons aussi l'environnement, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la députée. Vous protégez les intérêts des lobbies quand nous protégeons la planète. Vous qui cherchez le ruissellement avec les dents, comment il soit fait d'eau potable saine. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, alors que le Hamas venait d'accepter la proposition d'accord de cessez-le-feu des médiateurs qataro-égyptiens, le gouvernement israélien a décidé de mener une attaque terrestre à Rafah. L'ampleur et la gravité des souffrances infligées aux civils palestiniens est incommensurable. Et malgré tous les efforts des travailleurs humanitaires, elles doivent cesser. Déjà en 7 mois, plus de 35 000 morts, dont 14 000 enfants. La communauté internationale, la France, doit réagir au plus vite pour obtenir un cessez-le-feu immédiat et la libération des otages israéliens. La Cour internationale de justice a ordonné à Israël de prendre des mesures conservatoires afin de prévenir le génocide contre les Palestiniens à Gaza. Il est grand temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités à l'égard du gouvernement israélien pour le contraindre à respecter cette décision. Cela passe notamment par un embargo sur les armes à destination d'Israël et la suspension immédiate de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Si nous saluons la position de la France au Conseil de sécurité des Nations unies, soutenant la demande de la Palestine de devenir membre de l'organisation onusienne, nous vous encourageons également à reconnaître au plus vite l'État de Palestine aux côtés de l'État israélien. La France
La France doit maintenant réagir avec force contre les violations du droit international commises quotidiennement par le gouvernement d'ultra-droite israélien, de plus en plus contestées par les citoyens israéliens eux-mêmes. Au lieu de criminaliser les mobilisations en faveur d'un cessez-le-feu et de la paix, la France devrait se demander comment l'histoire jugera le comportement des Occidentaux vis-à-vis de la guerre à Gaza. Il en va de notre crédibilité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Chassaigne. Jamais la France n'a détourné le regard. Nous n'avons pas détourné le regard de l'attaque terroriste abominable commise par le Hamas le 7 octobre en Israël. Et nous ne détournons pas le regard de la situation humanitaire dramatique à Gaza. Je vous remercie, Monsieur le Président Chassaigne, d'avoir fait mention des otages israéliens et français à Gaza. Je le dis parce que c'est tellement rare, venant malheureusement de la NUPES, et notamment de la France insoumise, qui n'a jamais de mots pour nos otages. Et je le dis, ces indignations sélectives, elles doivent cesser. Elles doivent cesser de la part de ceux qui font toujours entendre une voix contre Israël, mais qui sont sans voix face au Hamas et à ces exactions qui sont commises. Les indignations sélectives de ceux qui cherchent toujours à souffler sur les braises, organiser des blocages, organiser des manifestations devant les universités, jamais pour parler de nos otages, jamais pour parler d'Israël. 42 Français sont morts lors de cette attaque, 3 sont encore retenus en otage. Monsieur le Président, oui, la situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Et oui, les civils doivent toujours être épargnés. Vous l'avez dit, hier soir, les forces armées israéliennes sont entrées dans Rafah, ville du sud de la bande de Gaza, où se trouveraient jusqu'à présent plus d'1 million de personnes. Le président de la République a dit très clairement sa préoccupation face à cette offensive. Il a eu l'occasion de le dire très directement au président israélien, au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qu'il a appelé dimanche pour lui dire sans ambiguïté. Monsieur le Président Chassaigne, bien loin des caricatures, la position de la France est sans ambiguïté: exiger un cessez-le-feu immédiat, rechercher la paix par tous les moyens, éviter l'escalade dans la région et permettre à l'aide humanitaire d'arriver. C'est pour cela que notre pays s'engage. C'est pour cela que nous avons soutenu à l'ONU des résolutions appelant à un cessez-le-feu humanitaire. C'est pour cela que le président de la République et le ministre des Affaires étrangères multiplient les échanges avec Israël, avec nos partenaires dans la région, pour faire cesser les combats. Quant à la situation humanitaire, notre réaction a là aussi été forte, immédiate, elle le reste. Nous avons été le premier pays occidental à larguer directement de l'aide humanitaire pour la bande de Gaza. Nous avons envoyé le Dixmude au large des côtes de Gaza et soigné des centaines de Palestiniens à son bord. Nous travaillons en coordination très étroite avec la Jordanie et l'Égypte pour soutenir des actions humanitaires et nous le redisons, Israël doit faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir en quantité suffisante à la population civile de Gaza. C'est son obligation au titre du droit international. Monsieur le Président Chassaigne, je le redis, la France est, reste et restera une puissance d'apaisement. Nous soutenons le cessez-le-feu. Nous nous y employons fermement et dans ce drame que vit le Moyen-Orient, nous n'oublions aucune victime. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Daniel Labaronne pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur le ministre, pour la cinquième année consécutive, comme le rappelait le Premier ministre tout à l'heure, la France est en Europe le premier pays d'accueil des investissements directs étrangers. La France continue de faire la course en tête avec plus de 1194 projets d'investissement qui ont créé de l'activité en 2023 et qui ont créé près de 40 000 emplois dans notre pays. Notre pays est leader dans 11 secteurs d'activité sur 15. C'est tout à fait exceptionnel. C'est vrai dans le domaine de l'équipement industriel, de l'agroalimentaire, du matériel de transport, par exemple.
La France se réindustrialise avec 530 projets de création ou d'extension d'usines. C'est là encore un record en Europe. Elle conserve son titre de championne d'Europe en matière d'innovation grâce à France 2030 dans les domaines de la recherche et développement et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Enfin, ces investissements directs étrangers se déploient sur l'ensemble du territoire national, puisque un investisseur sur deux, un investisseur international sur deux, réalise son investissement dans des territoires ruraux ou dans des agglomérations moyennes. Je le vois dans ma circonscription, une circonscription rurale, qui est territoire d'industrie, et je le vois par des investissements à Amboise, Chenonceau, Vouvray, Montlouis, et j'en suis très très heureux. Ce résultat n'est pas dû au hasard, c'est bien évidemment le résultat de la politique économique que nous menons depuis 7 ans, depuis l'élection du président de la République. Et à cet égard, nous sommes très heureux de souhaiter l'anniversaire de sa première élection. C'est le résultat également de votre politique. Monsieur le ministre de l'économie, quelles sont les actions que nous devons encore engager pour améliorer notre compétitivité et notre attractivité, pour faire en sorte que la France reste une puissance industrielle de premier plan? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Daniel Labaronne. On nous disait au premier trimestre 2024, la croissance française va être nulle ou négative. Elle a été positive. On nous disait, au premier trimestre 2024, la France va détruire des emplois. Nous avons créé 50 000 emplois supplémentaires. On nous disait, la France va perdre son titre de première destination pour les investissements étrangers pour la 5e année consécutive. Elle a gardé son titre de première destination pour les investissements étrangers en Europe. La réalité, monsieur Labaronne, c'est que la France réussit, que sa politique économique marche et qu'elle donne des résultats pour l'emploi, pour nos compatriotes et pour notre économie. Au premier trimestre 2024, on nous disait les salariés vont perdre du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des salariés a augmenté de 3,3% pour les trimestres 2024 par rapport au premier trimestre 2023, hors primes, hors heures supplémentaires. Notre politique économique donne des résultats pour les salariés français. Nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le taux d'emploi le plus élevé depuis 50 ans en France. Le chômage de masse est derrière nous et le plein emploi est devant nous. C'est grâce à vous, mesdames et messieurs les députés. C'est grâce à votre politique. C'est grâce à votre courage. Nous détruisions des usines il y a encore 30 ans, 20 ans, 10 ans. Nous avons ouvert, avec Roland Lescure, avec le Premier ministre, avec le Président de la République, plus de 600 usines et créé 133 000 postes d'ouvriers dans notre pays. Ça n'a pas d'équivalent depuis 40 ans. Nous sommes sur la voie de la réindustrialisation. Nous ouvrons de nouvelles filières industrielles. Nous ouvrons des gigafactories comme les gigafactories de batteries électriques dans le nord de la France. Notre politique économique donne des résultats et c'est pour ça, monsieur le député Labaronne, que nous n'en changerons pas parce qu'elle est bonne pour le pays, bonne pour les salariés, bonne pour l'industrie, bonne pour la nation française. Réjouissons-nous de cela et continuons dans cette voie. Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à monsieur David Guiraud pour la France Insoumise. Merci, présidente. Madame la ministre de la Culture, ce vendredi 3 mai, votre collègue aux Affaires étrangères a célébré la 31e journée mondiale de la liberté de la presse dans une vidéo sans avoir un seul mot pour l'endroit où les 3/4 y sont morts en 2023. Cet endroit, selon le comité de protection des journalistes, c'est Gaza, car c'est en Palestine que plus de 100 journalistes ont été assassinés par l'armée israélienne. Le jour anniversaire de la liberté de la presse dans le monde, l'incapacité du gouvernement à dénoncer clairement ces atrocités perpétrées par l'armée israélienne le rend complice du drame, complice, pendant que des journalistes sont tués de sang-froid depuis des années, à l'image de Shiren Abu Akleh, assassiné en 2022 d'une balle dans la tête par l'armée israélienne, complice, car mutique, pendant que Netanyahou fait disparaître les preuves, parce qu'à chaque journaliste qui rend son dernier souffle, c'est un peu de la vérité dans ce monde qui s'évapore. Et pendant ce temps-là, vous interdisez nos réunions publiques, vous nous empêchez de nous exprimer, mais c'est votre silence sur le génocide en cours qui est criminel. Et quand vous parlez, c'est pour mentir au sujet de notre jeunesse française
française qui se mobilise en faisant passer pour un appel au meurtre ce qui n'est rien d'autre qu'un appel au secours. Dans notre pays, un multirécidiviste condamné pour provocation à la haine raciale peut arpenter librement les plateaux télé, mais un humoriste qui fait une blague approuvée par le tribunal est mis à pied sur notre service public. Qu'il est triste ce service public qui se dit Charlie mais qui bâillonne la bande à Charline. Le poste de Guillaume Meurice étant vacant, on dirait même que certains au gouvernement sont candidats pour être humoristes, puisque vous arrivez à reprocher à des étudiants en sciences politiques de s'intéresser à la politique. Incapables que vous êtes de dénoncer le génocide en cours, et maintenant même ceux qui se rient de votre déchéance morale sont censurés. On se croirait dans un sombre cauchemar au pays des Lumières, mais c'est une triste vérité. Ceux qui contrôlent les matraques cherchent souvent à faire taire ceux qui ont des idées, ces idées nobles qu'on fait passer pour des délits, car nous ne faisons que de l'apologie du droit international et de l'incitation à la justice. Et il faudrait désormais s'excuser de faire sourire les gens qui ont envie de pleurer de votre passivité. Madame la ministre, si vous vous sentez menacée par des blagues, c'est que c'est peut-être vous la menace. Quand allez-vous faire respecter la liberté de la presse et la liberté d'expression en France? Je vous remercie. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guiraud, beaucoup de questions dans votre question. S'agissant de la liberté de la presse, vous le savez bien, et j'ai déjà échangé avec votre groupe, j'y suis profondément attachée, pour plusieurs raisons, ne serait-ce que par des histoires communes. Donc là-dessus, nous serons intransigeants sur la liberté d'expression, même quand cette liberté d'expression peut parfois atteindre son honneur, je vous le dis. Mais nous sommes attachés à cette liberté d'expression. Moi, je souhaitais vous répondre sur un point précis que vous avez évoqué, qui est la situation de Guillaume Meurice. Vous avez raison de poser cette question parce qu'elle peut interroger sur la liberté d'expression. Vous avez raison. Et donc, ce sujet est sur le sujet justement de l'humour dans les médias, est à évoquer avec mesure, mais sans aucune caricature. Moi, ça ne me fait pas rire. Non, justement, ça ne me fait pas rire, monsieur le député. En octobre 2023, vous le savez, l'Arcom, non parce que c'est important de le préciser, parce qu'il peut y avoir de la confusion entre une décision de justice qui a classé justement une plainte et puis une décision de l'Arcom. En octobre 2023, l'Arcom avait mis en garde de manière très argumentée. Je vous renvoie aux détails de sa décision. France Inter, suite à la chronique de Guillaume Meurice. Ces éléments étaient parfaitement connus et aussi de manière aussi rapide de Guillaume Meurice. Malgré cela, non mais je sais que ça a créé de la confusion, donc autant éclairer ce point. Malgré cela, Guillaume Meurice a refait sa chronique à l'identique. Et donc, s'imposant à nouveau soit un signalement, donc une saisine de l'Arcom, voire à une sanction de l'Arcom, Radio France ne pouvait pas ne pas réagir. Et donc, vous indiquez à juste titre le classement par la justice de la plainte. Mais cela n'est pas en contradiction avec la décision de l'Arcom. Pourquoi? Parce que l'Arcom, elle ne fait pas respecter le code pénal, mais le cahier des charges qui est imposé à Radio France. Merci et donc beaucoup, Radio France n'avait pas d'autre choix de convoquer... Merci Madame la Ministre. Merci beaucoup Madame la Ministre. La parole est à Madame Chantal Jourdan pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Nous avons examiné ces derniers jours votre projet de loi d'orientation agricole qui n'a, il faut le dire, pas grand-chose d'une loi d'orientation. Rien sur le revenu des agriculteurs, rien sur l'accès au foncier, rien sur la protection des agriculteurs face à la concurrence déloyale. En commission des affaires économiques, le projet de création de groupements fonciers agricoles d'investissement a été rejeté. Cette porte ouverte à la financiarisation des terres était contraire à l'objectif premier de ce projet de loi, le renouvellement des générations. Nous nous félicitons de ce rejet que nous espérons définitif. Pour autant, en matière de foncier agricole, tout reste à construire. Il s'agit là de l'un des principaux défis auxquels nous devons répondre. Ma première question est donc simple. À quand une grande loi de régulation foncière? Par ailleurs,
L'urgence est aujourd'hui de renforcer le tournant agroécologique défendu par Stéphane Le Foll en 2014, en fixant des objectifs précis, assortis d'une planification alimentaire durable. Or, tout ceci fait particulièrement défaut à votre texte. À cela vient s'ajouter la sortie hier du nouveau plan Écophyto 2030, montrant un renoncement très important. Vous proposez un changement d'indicateur d'utilisation des pesticides et autres produits phytosanitaires qui, tel que le dénonce une majeure partie des scientifiques et spécialistes, fait artificiellement baisser les chiffres. Pourquoi ce choix ? Il est fort regrettable que le gouvernement n'ait pas écouté le comité scientifique et technique du plan Écophyto, ainsi que le travail de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, conduite par notre collègue Dominique Potier. Une autre voie et une autre ambition étaient possibles. Au total, c'est le triomphe de l'immobilisme, de l'accaparement des terres, au détriment du renouvellement des générations, de la santé des agriculteurs, de toute la population et de notre environnement. Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l'agriculture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Chantal Jourdan. Vous me permettrez de centrer ma question... Chantal Jourdan, pardon. Vous me permettrez de centrer ma réponse sur le plan Écophyto que vous mentionnez, car vous avez beaucoup passé de temps en commission des affaires économiques sur le PJL, orientation agricole, et vous aurez l'occasion d'y revenir, et je pense que le débat se fera longuement, sereinement, notamment sur le GFIA dans les jours qui viennent. Sur le plan Écophyto, vous le savez, ce plan, il a 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est précisément de ne rien en rabattre sur notre ambition climatique et sur notre ambition environnementale. Il s'agit de baisser de 50% les risques d'utilisation des phytosanitaires d'ici 2030. Deuxième élément nouveau, ce sont des moyens inédits. Plus d'1 milliard d'euros qui sont consacrés à la baisse des phytosanitaires. 1 milliard d'euros en 3 ans. C'est plus de 5 fois ce qu'ont fait les gouvernements successifs que vous mentionnez sous le quinquennat Hollande chaque année. 5 fois plus de moyens pour trouver des solutions pour se passer de phytosanitaires. Le troisième élément, c'est la méthode. Cette méthode, elle vise à conjuguer la capacité à nourrir nos populations et à produire et à être indépendants dans cette production, et d'autre part à protéger la santé et l'environnement. Et c'est pour ça que nous agissons au niveau européen et au niveau français, à la fois pour que nos agriculteurs puissent continuer à produire avec des règles de concurrence loyales entre la France et les autres États membres, et puissent également être accompagnés par la recherche de solutions et l'anticipation de l'éviction de nouveaux produits phytosanitaires, d'où cet investissement massif. Alors vous mentionnez l'indicateur qui a été retenu. Quel est l'indicateur et le seul qui est aujourd'hui utilisé par les 27 États membres? C'est l'indicateur que nous avons retenu. Quel est celui qui prend en compte les risques des phytosanitaires? C'est celui-là. Nous agissons en Européen pour la santé des consommateurs et des agriculteurs. Merci beaucoup, Madame la ministre. Madame la députée. Indicateur qui doit être revu comme le disent les scientifiques, tout simplement. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Frédéric Falcon pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur Kasbarian, ministre du Logement. Monsieur le ministre, ces derniers jours, vous avez exprimé votre volonté de rétablir, je cite, « l'ordre et l'autorité dans le parc social ». Votre déclaration fait sans doute écho aux derniers propos médiatiques de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui ont réaffirmé notre volonté de faire revenir urgemment l'ordre dans le logement social. Depuis des années, le Rassemblement national dénonce le laxisme face à l'explosion des incivilités, de la délinquance et du trafic de drogue pratiqués à la vue de tous, qui gangrènent le parc social et pourrissent la vie des habitants de ces quartiers. Depuis des années, Marine Le Pen demande à ce que les bailleurs sociaux fassent appliquer strictement dans chaque résidence le règlement intérieur, l'expulsion systématique de tout locataire qui refuse de s'y soumettre. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux se soustraient à leurs obligations. Monsieur le ministre, comptez-vous enfin les contraindre à appliquer la loi? De même que les quelques expulsions médiatisées restent l'exception. Les Français doivent savoir que les rares délinquants expulsés continuent à bénéficier du droit au logement opposable et qu'ils sont systématiquement relogés sur les mêmes territoires par les préfets. Pouvez-vous vous engager dans votre futur projet de loi à ne plus reloger les délinquants et trafiquants de drogue expulsés dans le parc social en les sortant du dispositif DALO? L'immigration de masse est sans doute le second mot qui affecte le logement social français.
Selon le rapport du préfet Auboin, 35% des immigrés vivent dans un logement social contre seulement 11% des Français non immigrés. En l'état actuel, les critères d'attribution sont très largement favorables aux immigrants entrants, compte tenu de leurs faibles revenus et de leur structure familiale. Dans ce contexte d'urgence, et alors que 2 millions de Français sont aujourd'hui dans l'attente d'un logement social, la priorité nationale doit s'imposer dès maintenant dans l'attribution des logements sociaux. Allez-vous, Monsieur le Ministre, prendre cette mesure courageuse, plébiscitée par 70% des Français? Si tel est le cas, vous aurez le Rassemblement national à vos côtés pour faire appliquer la priorité nationale dans le logement social. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Guillaume Kasbarian, ministre en charge du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Falcon. Le Rassemblement national est en campagne électorale et comme d'habitude, vous proposez la même recette pour répondre aux problèmes des Français. Vous manquez cruellement d'imagination. Car la préférence nationale ne résoudra pas la crise du logement. Elle ne donnera pas de moyens supplémentaires aux bailleurs sociaux, ni plus de responsabilités aux élus locaux. Elle ne fera pas baisser les taux d'intérêt et ne permettra pas plus de rotation dans le parc social. Vous proposez d'exclure certaines personnes du logement social au seul motif de ne pas être français. Mais que proposez-vous aux travailleurs étrangers qui sont en France en toute légalité pour assurer le maintien de nos services publics, de nos hôpitaux et de notre industrie? Rien, strictement rien. Sur le sujet du logement, votre manque d'imagination n'a d'égal que votre manque de propositions. Nous l'avions déjà constaté lors de nos débats sur la proposition de loi Airbnb visant à remédier au déséquilibre du marché locatif que vous n'aviez pas voté. Comme à son habitude, le Rassemblement national dit tout et son contraire. Un jour, vous témoignez dans l'hémicycle, la main sur le cœur, de votre attachement indéfectible à la loi SRU. Le lendemain, votre groupe dépose une proposition de loi visant à la détricoter totalement. Au pays des Tartuffes, le Rassemblement national est roi. Que proposez-vous pour accélérer la construction de logements en France? Rien. Que proposez-vous aux maires pour construire davantage? Rien. Que proposez-vous pour simplifier les procédures administratives? Rien. À l'inverse, notre objectif est clair. Permettre à chacun de trouver un logement adapté à sa situation et ses revenus, en construisant plus de logements sociaux, plus de logements intermédiaires et plus de logements libres, en faisant confiance aux maires bâtisseurs, aux bailleurs sociaux et aux promoteurs immobiliers, en favorisant la mobilité dans le parc social et en tenant compte des revenus et du patrimoine de chacun. Mesdames, Messieurs les députés du Rassemblement national, faites un peu moins de communication et travaillez sur de vraies propositions. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci, Monsieur le ministre. On m'en a pas répondu sur l'ordre. Il faudra attendre l'alternance de 2027 pour établir l'ordre et appliquer la priorité nationale, que ça vous plaise ou non. Les Français le demandent, nous l'appliquerons. Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame Juliette Villegrain pour le groupe Horizon. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, ma question s'adresse au ministre délégué chargé de l'Europe. Monsieur le ministre, les élections européennes approchent. Elles ont traditionnellement du mal à mobiliser nos concitoyens. Les sondages sur ce sujet sont éloquents. La moitié des Français déclarent ne pas être intéressés par ces élections. Ce désintérêt est problématique, et ce pour deux raisons. D'abord, parce que jamais une élection n'a porté autant d'importance pour l'avenir de notre continent. Le président de la République l'a rappelé lors de son discours à la Sorbonne, l'Europe, notre Europe, est mortelle. Jamais ces fondamentaux n'ont été aussi systématiquement attaqués par l'agression de la Russie sur l'Ukraine, par les remises en cause de l'état de droit chez certains de nos partenaires et par la concurrence déloyale des grandes puissances chinoises et américaines. L'Europe est à la croisée des chemins et le choix de nos concitoyens le 9 juin prochain sera décisif. Ensuite, parce que l'Union européenne est aujourd'hui un espace démocratique unique au monde. Ce sont près de 450 millions d'habitants qui sont représentés au Parlement européen, qui examinent, amendent et votent en notre nom des actes législatifs s'appliquant dans l'ensemble des États membres. Et les citoyens européens seront encore plus nombreux dans les années à venir. Notre Union accueillera demain de nouveaux membres et il faudra la réformer pour faciliter les décisions. Le Parlement européen aura, après le 9 juin, un rôle central à jouer dans la réforme de l'Union européenne. Alors, face aux désintérêts qui minent cette démocratie européenne, comment la France pourrait agir pour réformer l'Union et la rendre plus accessible, plus compréhensible et plus transparente pour nos concitoyens?
Comment garantir qu'avec les élargissements à venir, avec l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie... Merci beaucoup, Madame la députée. Votre temps est écoulé. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre en charge de l'Europe. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Juliette Villegrain, en m'interrogeant sur la politique que la France entend mener pour l'Europe, en invitant l'Europe dans cet hémicycle, vous contribuez à rapprocher l'Europe de nos concitoyens, à les intéresser à l'Europe et je vous en remercie. Je veux d'ailleurs saluer l'initiative qui a été prise par les 3 groupes de la majorité de consacrer l'une de leurs questions d'actualité au gouvernement à l'Europe, à la veille ou à l'avant-veille de la journée de l'Europe. Car à l'approche de ce scrutin du 9 juin, je déplore l'obstination coupable de certains candidats à vouloir à tout prix nationaliser le scrutin et en particulier à l'un d'entre eux qui voudrait faire de ce scrutin une répétition générale pour 2027, comme s'il fallait à tout prix parler d'autre chose que de l'Europe pour dissimuler la vacuité de son bilan à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, pour répondre à votre question, l'Europe à 27 est-elle paralysée, incapable de prendre des décisions? La réponse est non. Nous l'avons vu sous l'impulsion du président de la République, sous l'impulsion de la France, l'Europe a franchi ces dernières années des étapes historiques. L'emprunt en commun, le plan de relance en commun, la production de vaccins en commun, la fourniture d'armements et de munitions à l'Ukraine, les sanctions en commun contre la Russie. L'Europe peut-elle devenir plus démocratique? Peut-elle décider plus rapidement et plus efficacement? La réponse est oui. C'est tout le sens du chantier ouvert par le président de la République il y a 15 jours dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, en évoquant notamment la majorité qualifiée en matière de politique étrangère ou de fiscalité, les listes transnationales ou encore les initiatives citoyennes. Voilà les ambitions que nous portons pour faire que l'Europe soit plus puissante, qu'elle soit plus prospère, qu'elle soit plus humaniste et qu'elle puisse, comme vous nous y appelez, relever les grands défis qui sont devant nous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Béatrice Descamps pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Madame la Ministre, l'arrêté du 15 mars dernier confirme la volonté du gouvernement de mettre en place des groupes de besoins en français et mathématiques au collège et pour les classes de 6e et 5e dès cette rentrée 2024. Ces annonces ont suscité de nombreuses questions, réflexions et inquiétudes au sein des équipes pédagogiques concernant l'organisation des emplois du temps, la charge de travail, évoquant des études qui démontrent qu'ils ne sont pas à même de faire progresser, ainsi que de risques de stigmatiser les élèves. En effet, comment annoncer aux enfants qu'ils intègrent le groupe des enfants en difficulté? Comment annoncer cela à leurs parents? Concernant les enfants atteints de troubles 10 ou autres troubles des apprentissages, seront-ils de facto dans le groupe des élèves en difficulté? Si cela devait être le cas, cela pourrait profondément affecter ces élèves et avoir des incidences néfastes sur la suite de leur scolarité. Au-delà des tests et évaluations, souvent cités, la mise en place de ces groupes de besoins ne pourra se faire qu'avec une réelle concertation avec les équipes des écoles élémentaires, peut-être pas assez souvent citées. Madame la Ministre, quelques mois après les premières annonces, presque 2 mois après l'arrêté, et alors que les collèges préparent leur entrée, pouvez-vous nous faire un point sur les travaux menés depuis avec les rectorats, avec les établissements? Par ailleurs, la mise en place de ces groupes va nécessiter bien évidemment des moyens supplémentaires. Ces derniers sont-ils déjà évalués et pourront-ils être assurés? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Descamps. Je vous remercie pour votre question qui me permet de faire un point sur la mise en place de ces groupes de besoins. Je vous rappelle, notre objectif, c'est de répondre à des résultats scolaires insuffisants en fin de collège, c'est de répondre également à la trop forte corrélation qui existe toujours entre les inégalités scolaires et les
des inégalités socio-économiques. Pour cela, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, a proposé de mettre en place un choc des savoirs. Celui-ci comprend une vingtaine de mesures, dont la mise en place des groupes en 6e et en 5e en français et en maths. Nous sommes évidemment très attachés à la mise en place de ces groupes et c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé avec les équipes pédagogiques, avec les corps d'inspection qui nous appuient. Je pense aux inspecteurs généraux, aux inspecteurs pédagogiques régionaux, aux DAZEN, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. J'étais avec eux ce matin en réunion à Poitiers, précisément sur la mise en place de ces groupes et j'ai pu mesurer leur mobilisation et leur énergie. Pour répondre aux questions que vous posez, questions scientifiques, je vous répondrai que ce que les scientifiques disent, c'est qu'au fond, on peut très bien pédagogiquement faire un excellent travail en réduisant l'hétérogénéité et en prenant en charge des groupes qui soient flexibles et qui répondent aux besoins spécifiques des jeunes. C'est ce que nous avons mis en place et c'est ce que nous faisons. Vous le savez, nous refusons absolument le tri social et c'est pour cela que nous permettons à ces groupes d'évoluer tout au cours de l'année. Nous avons pris pour cela les dispositions nécessaires. Donc j'ai pu mesurer vraiment l'implication des corps d'inspection et des chefs d'établissement à ce sujet. Ensuite, vous faites allusion aux élèves qui sont porteurs de différents troubles. Ils ont des réponses spécifiques, qu'il s'agisse de la prise en charge par des ULIS, des appuis particuliers avec des AESH, ou bien toutes sortes d'autres réponses. Ils ne relèvent pas évidemment des groupes de besoins et des groupes qui répondraient à des enfants en difficulté. Il y a de multiples réponses pour eux. C'est à cela que nous nous attachons et vous pouvez compter sur notre mobilisation. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Descamps, non? Non, très bien. La parole est à Madame Marianne Maximy pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Les bassines sont une solution court-termiste. Cette phrase n'a pas été prononcée par des militants écologistes que vous qualifiez d'éco-terroristes, ni même par des scientifiques du GIEC dont vous méprisez les rapports, mais bel et bien par le président de Limagrain, une multinationale de l'agroalimentaire. Cette industrie dont vous choyez tant au détriment des petits exploitants. Les bassines font consensus contre elles. 91% des Français sont favorables à un moratoire. La justice administrative a ordonné l'annulation de 15 projets. Pourtant, le gouvernement s'entête à les laisser se multiplier et à réprimer toutes celles et ceux qui s'opposent à cette vision passéiste de l'agriculture. Dans le projet de loi d'orientation agricole, à défaut de défendre un revenu digne pour les agriculteurs, vous montez d'un cran dans l'escalade autoritaire. Si la justice annule les projets de méga-bassines, alors attaquons la possibilité d'aller en justice. Vous restreignez donc le droit au recours contre ces projets et plus largement, vous torpillez le droit à l'environnement. Votre fuite en avant est la démonstration de votre incapacité, avec vos alliés de la droite réactionnaire et de l'extrême droite, de prendre le sujet des sécheresses et de la raréfaction de la ressource en eau au sérieux. Vous donnez un passe-droit aux intérêts privés pour continuer à assécher les nappes phréatiques et les cours d'eau. Dans mon département, le Puy-de-Dôme, 2 projets de méga-bassines, les 2 plus grands de France, sont portés par la multinationale Limagrain, la plus grande avec un volume équivalent à 500 piscines olympiques. 500 piscines olympiques. Ce samedi 11 mai, nous nous mobilisons contre ce nouvel accaparement de l'eau. N'en faites pas un nouveau Sainte-Soline. La réponse doit se trouver dans les débats démocratiques et non la répression. Monsieur le ministre, quand comptez-vous entendre les appels des scientifiques, des agriculteurs, des associations écologistes pour un moratoire sur les méga-bassines et pour organiser un débat démocratique sur le partage et les usages de l'eau? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Maximy, je trouve qu'on ne gagne jamais à la caricature. Alors d'abord, je vous invite à lire le texte de loi. Ça vous évitera de dire des inexactitudes. Il n'est nullement question... Ça vous évitera de dire des inexactitudes. Je répète, je le dis 2 fois, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Et donc, vous verrez que les articles concernés permettent de faire une chose simple, c'est de faire en sorte que nous raccourcissions les procédures. Pourquoi? Pour que le non soit non et que le oui soit oui, mais dans des délais qui soient raisonnables. Vous savez très bien comme moi qu'il y a un certain nombre de gens qui usent des procédures pour user les porteurs de projets. Et nous assumons le fait que nous n'ayons pas envie d'user les porteurs de projets et que si un projet est bon, il soit retenu et s'il n'est pas bon, il ne soit pas retenu. Deuxième élément, vous êtes sur le projet
qui n'est encore qu'au stade de projet. D'ailleurs, l'un des deux projets, c'est dire s'il faut faire confiance à la science, a été annulé en préalable par le BRGM, considérant qu'il n'était pas possible. C'est un projet qui vise à aller prélever dans les étiages hauts en période hivernale sur l'Allier. Madame Maximi, nous vivons dans le même pays, vous et moi. Si vous avez regardé l'étiage de l'Allier cet hiver, il y avait de quoi remplir. Il y avait de quoi remplir des ouvrages comme cela. Et si nous ne sommes pas capables, vous avez un ouvrage dans votre département qui s'appelle le barrage de Naussac. S'il n'y avait pas le barrage de Naussac, nous n'aurions pas d'étiage sur la Loire et nous ne pourrions pas procéder à un certain nombre de choses en alimentation en eau potable et en irrigation. Alors, Madame Maxime, après c'est une question de posture. L'agriculture va avoir besoin d'eau. Cette année, elle montre, contrairement aux années précédentes, qu'on va avoir beaucoup d'arythmies. Alors je vous conseille une chose, et je nous conseille une chose, c'est quand il y a beaucoup d'eau, c'est de la prendre pour la réserver pour les années où il n'y aura pas beaucoup d'eau. Et je vais vous dire, je n'invente rien. C'est ce qu'ont fait il y a 2000 ans les Grecs et les Romains avant nous, et donc je vous invite à vous en inspirer. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Meurin pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Alors, je cite, nous sommes gouvernés par des lascars qui prétendent fixer le prix des betteraves, mais qui ne sauraient pas faire pousser un radis. Michel Audiard, paix à son âme, parle de vous. Ce lundi 6 mai, vous avez signé un contrat avec la filière automobile pour quadrupler les ventes de véhicules électriques neufs à horizon 2027. Ce contrat s'appuie sur le règlement bruxellois d'interdiction de vente des voitures thermiques en 2035. On se demande bien comment est-ce que vous comptez piloter ces objectifs incantatoires et irréalistes. Monsieur le ministre, 2 minutes ne suffiraient pas pour décliner l'ineptie de votre politique et votre soumission coupable à Bruxelles. L'interdiction de la vente des voitures à moteur thermique, c'est quoi? C'est sacrifier notre industrie automobile pour rendre la France dépendante de la Chine, puisque cette mesure pourrait sacrifier 70 000 emplois industriels en France, selon le patron de Renault. Sacrifier le pouvoir d'achat des Français, car selon Monsieur Tavares, encore un expert, précise que le coût de production d'une voiture électrique est 50% supérieur à celui des voitures thermique. Ainsi, vous faites de la mobilité des Français un luxe alors qu'elle devrait être un droit inaliénable. C'est aussi sacrifier notre tissu de garagistes ruraux, tout ceci alors qu'après avoir fermé Fessenheim, développé de façon anarchique les éoliennes et enfin sous-investi dans notre parc nucléaire, vous n'êtes pas capable d'assumer le volume d'électricité nécessaire à vos objectifs. Bref, vous êtes un dériveur sans barre et sans cap. Ma question est la suivante, Monsieur le Ministre. Quand allez-vous revenir à la raison et arrêter vos bêtises techno d'écologie punitive telles que les ZFE, les taxes démesurées sur l'énergie, les mesures destructrices de notre industrie automobile, les mesures punitives contre les Français? Bref, quand allez-vous arrêter de gouverner à coups de tableau Excel contre le réel? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Meurin, je croyais que le Rassemblement national avait à cœur de défendre les intérêts français, mais vous êtes soumis décidément, sur ce sujet comme sur d'autres, aux intérêts étrangers. Refuser la transition vers le véhicule électrique, c'est rester soumis aux intérêts de tous les pays producteurs de pétrole. Nous ne produisons pas de pétrole, nous ne produisons pas d'essence, nous ne produisons pas du diesel. Vous voulez laisser nos compatriotes pieds et poings liés avec le pétrole et le diesel que nous ne produisons pas, avec les pertes de pouvoir d'achat et la vulnérabilité que cela représente. Vous êtes soumis aux intérêts asiatiques, car si nous ne produisons pas de véhicules électriques en France, ils viendront d'où, Monsieur Pierre Meurin? Vous me traitez de lascar, mais regardez un peu plus loin que le bout de votre nez et vous verrez au bout de votre nez l'Asie qui produit des millions de véhicules électriques et qui va les vendre en France si nous ne les produisons pas sur notre territoire. C'est toute la différence entre votre parti et le nôtre. Vous ne croyez pas dans les capacités de la France. Vous ne croyez pas dans l'industrie française. Vous ne croyez pas dans les ouvriers français. Vous ne croyez pas dans les ingénieurs français. Vous ne croyez pas dans les grandes marques françaises. Nous, c'est exactement l'inverse. Nous croyons dans la France. C'est toute la différence entre vous et nous. Nous croyons dans notre capacité à produire des véhicules électriques. Et nous avons déjà, Monsieur le député, ouvert 4 gigafactories qui vont produire 20 000 emplois et nous assurer l'indépendance en termes de véhicules électriques et de production de batteries. Avez-vous une seule fois dans votre vie ouvert une usine, Monsieur le député Pierre Meurin? Alors oui, nous croyons à l'avenir de l'industrie française. Oui, nous croyons à la capacité de la France à produire des véhicules électriques compétitifs, innovants, à un tarif attractif. Et oui, nous voulons faire en sorte
que le consommateur français puisse avoir les meilleurs véhicules électriques, les plus propres, les plus performants et les moins chers. Et nous voulons, contrairement à vous, monsieur le député, qu'ils ne soient pas produits en Asie, mais en France, sur nos territoires, dans nos provinces, avec nos ouvriers et avec nos usines. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, vous êtes le premier gouvernement européen à payer le Kremlin puisque vous avez donné 600 millions d'euros de gaz à la Russie. Donc ne nous faites pas le coup des intérêts étrangers. Par ailleurs, c'est à cause de vous que nous rouvrons des centrales à charbon et que... Merci. La parole est à madame Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Jeudi 9 mai, nous célébrerons la journée de l'Europe. Je veux en profiter pour saluer celles et ceux qui se battent pour la liberté et la démocratie, un drapeau européen à la main, de Tbilissi à Kiev. Le 25 avril dernier, le président de la République a prononcé à la Sorbonne un nouveau discours sur l'Europe. Un discours empreint de gravité. L'Europe, notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Mortelle car, manifestement, des régimes autocratiques et autoritaires ont pour objectif d'affaiblir, voire de détruire notre modèle démocratique européen. Ce discours du président de la République fait suite à celui qu'il avait déjà prononcé en 2017, dans lequel il traçait une première vision européenne. Mais depuis, le contexte géopolitique a sensiblement changé et la guerre est de nouveau à nos portes. Alors face aux défis, aux menaces réelles actuelles, l'exécutif et la majorité présidentielle portent une ambition européenne. Nous croyons à un sursaut européen qui prenne la forme d'une Europe puissance. C'est une véritable feuille de route pour l'avenir de notre Europe qu'a tracé le président de la République. Initiative européenne de défense, base industrielle et technologique de défense européenne, approfondissement de notre marché intérieur européen avec la création d'un marché des capitaux, nouvelle politique commerciale et de concurrence, Conseil de sécurité intérieure de l'Union. Alors, contre le risque de déclassement, contre le risque de décrochage de l'Union européenne, les efforts collectifs sont plus que jamais indispensables. Il y aura les 27 et 28 juin prochains un conseil des chefs d'État et de gouvernement essentiel qui devra notamment adopter l'agenda stratégique 2024-2029. Monsieur le ministre, comment procédez-vous au jour d'aujourd'hui pour convaincre nos partenaires entraînés sur cette nécessité stratégique d'une Europe puissance? Merci. La parole est à Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la députée, Madame la Présidente. L'Europe est aujourd'hui en danger, vous l'avez dit, elle est menacée par de nombreuses crises, menacée par le retour de la guerre, j'évoquais ce sujet tout à l'heure, menacée par le décrochage économique également, menacée par les déréglementations climatiques également. Face à ces menaces, nous répondons aujourd'hui présent, notre soutien sans faille à l'Ukraine en est un, à l'industrie avec le plan de relance européen, à la décarbonation de notre continent également avec le pacte vert voté au Parlement européen et au Conseil européen. Jamais l'Europe n'avait fait autant depuis 5 ans. Nous pouvons tous nous en féliciter et un cap a été franchi ces dernières années. Ce qui partage et ce qui protège aujourd'hui notre alimentation, c'est la PAC, c'est nous, en Européens. Ce qui protège et qui protégera nos frontières demain, c'est le pacte asile-immigration, également voté au Parlement européen lors de cette mandature. Ce qui protégera également nos enfants contre la lutte contre les contenus illicites terroristes, c'est également la réglementation européenne qui a été aujourd'hui votée. Ce qui protégera nos entreprises, c'est aussi la lutte contre la concurrence déloyale. La taxe carbone aux frontières de l'Europe fait partie de ces outils que nous avons mis en place au niveau européen. Alors pourtant, et vous l'avez dit, il faut encore travailler à une véritable Europe puissance. Nous allons y travailler notamment sur la puissance militaire d'abord, avec une doctrine commune, je l'évoquais à l'instant, et des industries de défense européennes. Nous allons travailler également avec une puissance industrielle, Europe puissance industrielle. Il faut travailler sur des compétences, il faut travailler sur la simplification, il faut travailler également sur des investissements en commun, et puis une Europe démocratique pour lutter contre les ingérences. Tout ça est notre feuille de
route, Madame la députée. Merci. Et nous irons également, lors de cette campagne électorale, travailler sur cette... Merci. Merci. La parole est à Madame Justine Gruet pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le ministre de l'Économie a récemment vanté une nouvelle feuille de paye simplifiée pour les Français. Mais au risque de le surprendre, des lignes en moins sur la fiche de paye n'ont jamais fait de salaire net en plus à la fin du mois. Simplifié, oui, bien sûr, mais en profondeur et de manière efficace. Nos concitoyens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler constatent chaque mois la différence toujours plus grande entre leur salaire brut et leur salaire net. La faute à un État qui veut s'occuper de tout, jusqu'à financer un bonus réparation pour les chaussures. Or, tous ces chèques sont financés par le travail des Français. L'État-providence est à bout de souffle et il écœure nos entreprises. La France de nos territoires et ses entrepreneurs ont pourtant les talents pour redresser la barre. Encore faut-il que l'État ne les freine pas. Cela suppose d'avoir le courage politique de valoriser réellement le travail en réalisant des économies et en allégeant les charges qui pèsent sur le travail. Cessons ce cercle vicieux qui vise à augmenter sans cesse les charges qui touchent toujours les mêmes personnes pour financer de nouvelles dépenses créées à des fins d'assistanat. Avec les 32 milliards par an que coûte l'allocation chômage, les pistes ne manquent pas. Et pourtant, vous faites le choix des économies de bout de chandelle en supprimant la prime à l'embauche des contrats de professionnalisation par décret le 1er mai dernier. Résultat des courses, vous dévalorisez une nouvelle fois le travail et le goût de l'effort, notamment des plus jeunes dans notre pays. Dans un contexte économique où la formation et l'intégration professionnelle doivent être une priorité pour favoriser le travail, cette suppression est un mauvais signal envoyé à notre industrie et à notre agriculture qui cherchent de la main-d'œuvre, ainsi qu'à nos jeunes qui veulent s'engager dans des formations pour des métiers en tension, notamment dans le Jura. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question sera simple. Que comptez-vous faire pour soutenir et développer les filières d'alternance et de professionnalisation pour enfin remettre la valeur travail au cœur de notre société? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Patrice... Non, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Justine Gruet. Je vous rejoins pleinement sur l'objectif qui est d'inciter au travail, à l'activité, notamment par la rémunération et par le salaire. Et oui, notre souhait, évidemment, c'est que les Français, notamment ceux qui sont proches du SMIC, voient leur rémunération augmenter. J'ai fait, dès ma déclaration de politique générale, le constat qu'à force d'allègements de cotisations concentrées autour du SMIC ces dernières décennies, on a quelque part smicardisé la France, c'est-à-dire qu'un employeur qui veut augmenter la rémunération d'un salarié au SMIC de 100 € doit en réalité dépenser 400 € pour qu'il ait une augmentation de sa rémunération de 100 €. Et par ailleurs, ce salarié va perdre de la prime d'activité, entrer dans l'impôt sur le revenu, voir son taux de CSG augmenter. Bref, quand on est au niveau du SMIC, malheureusement, avec le système qui est le nôtre, il y a plus grand monde qui a intérêt à augmenter les salaires. C'est de ça qu'on doit sortir. On a confié une mission à 2 économistes, M. Bozio et M. Vasmer, qui vont nous remettre leurs propositions. Et je souhaite que dans le prochain PLF, on ait une première étape de réforme pour inciter à la progression salariale. Ensuite, je vous rejoins aussi sur la volonté de rapprocher le net du brut. Et pour cela, effectivement, on doit faire des économies, notamment l'objet d'un certain nombre de réformes qu'on a engagées et qu'on va poursuivre. Là où je ne vous suis pas, en revanche, il faut bien qu'il y ait quand même quelques sujets, c'est sur les contrats de professionnalisation. Parce que précisément, j'entends régulièrement les appels, notamment du groupe Les Républicains, à ce qu'on fasse des économies, à ce qu'on sorte du quoi qu'il en coûte. Précisément, l'aide financière pour les contrats de professionnalisation, elle a été mise en place pendant le Covid, dans le cadre du plan de relance, comme un dispositif du quoi qu'il en coûte. C'est une aide qui n'existait pas auparavant. Les contrats de professionnalisation ont toujours existé. Il n'y avait pas d'aide financière dédiée aux contrats de professionnalisation au départ. On en a créé une au moment du Covid et pour le plan de relance. Ça a fonctionné pendant le plan de relance, mais maintenant qu'on est sorti de la crise du Covid, c'est normal qu'on mette fin à des dispositifs qui avaient été mis en place à l'époque. Je précise par ailleurs que les contrats de professionnalisation ne concernent pas que les jeunes, mais à tout moment de la carrière, on peut avoir un contrat de pro. Ça fonctionnait avant qu'il y ait une aide financière, ça fonctionnera après qu'il y ait une aide financière. En revanche, on va continuer à soutenir financièrement, évidemment, l'apprentissage et les contrats d'apprentissage pour nos jeunes. Le président de la République a été élu en 2017. À l'époque, il y avait moins de 300 000 apprentis en France.
On approche du million d'apprentis en France. C'est un très grand succès pour nos jeunes, pour les entreprises et pour le pays. Et évidemment, on souhaite continuer à le soutenir. Je sais que nous vous trouverons à nos côtés pour y parvenir, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Claire Collomb-Pitola pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Je souhaite y associer mes collègues de la majorité. Vous êtes nombreux à avoir participé, à être engagés sur la préparation de ces Jeux olympiques. Demain, le 8 mai, 2600 ans après l'arrivée des premiers phocéens à Marseille, Marseille accueillera de nouveau un navire venu de Grèce. Un des plus anciens 3-mâts d'Europe, le Belém, qui bat pavillon français et apporte la flamme olympique. Je forme les vœux que cette arrivée dans notre cité phocéenne porte chance à nos champions et que de nombreuses Marseillaises retentissent dans nos enceintes olympiques. Nous avons jusqu'aux Jeux pour soutenir partout en France nos sportifs. Demain, j'accompagnerai l'équipe de France de voile, prometteuse de médailles. Elle escortera le Belém et sera aux premières loges d'une grande parade dans la rade de Marseille qui s'annonce inoubliable. Madame la Ministre, l'arrivée de la flamme est le coup d'envoi des JO. Elle doit constituer un vrai moment de bascule dans l'enthousiasme des Français. Nous nous attendons à une représentation équitable et inclusive des territoires de notre pays, y compris des Outre-mer. Ces Jeux doivent être l'opportunité de valoriser le patrimoine français qui fait la beauté et la diversité de notre pays. Aussi, Madame la Ministre, comment envisagez-vous d'animer les territoires pendant la tournée de la flamme olympique ? Comment allez-vous en faire une véritable célébration collective ? Je vous remercie par avance pour vos réponses et pour votre engagement à faire de ces Jeux un moment inoubliable et porteur de valeurs fédératrices pour tous les Français. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame Collomb-Pitola, Lascaux, Versailles, Verdun, la vallée du Mont-Blanc, la baie de Somme, bien d'autres encore, le viaduc de Millau, la maison de Victor Hugo, les vignobles de Chablis, de Saint-Émilion, le stade Vélodrome, la marina de Marseille, mais aussi le 14 juillet, cette belle maison ici, le Palais Bourbon. Tout ça, c'est les lieux du relais de la flamme. Ces lieux, ils nous parlent, ils nous touchent, ils nous éblouissent et ils vont demain éblouir le monde entier. La flamme arrive à Marseille demain, chez vous. Merci de mettre à l'honneur ce moment qui est historique. Et oui, ce moment-là, cette arrivée va marquer le coup d'envoi des Jeux Olympiques. Oui, ce moment est un point de bascule dans l'enthousiasme et l'engagement de tous les Français derrière notre aventure olympique. Ce relais, il va être un moment de fierté en mettant comme jamais à l'honneur, en valeur, notre patrimoine culturel, sportif, historique, naturel, industriel aussi. Il sera un moment de fête puisque partout en France, à travers les 400 villes et villages qui sont traversés par ce relais de la flamme, les élus locaux dont je veux saluer l'engagement, l'énergie, ont programmé toutes ces festivités. C'est un moment d'inspiration aussi avec 10 000 relayeurs, des grands athlètes, de grandes personnalités, de Marie-Josée Pérec à Thomas Pesquet, mais aussi des héros du quotidien qui s'engagent pour la réussite de notre pays et pour la nation sportive. Un moment d'engagement aussi puisque cette flamme est un symbole de concorde, un symbole de paix. Et avec mon collègue Jean-Noël Barrot, on va organiser jeudi un relais collectif en l'honneur de l'Europe, de ses valeurs, de notre modèle sportif européen et marquer notre solidarité avec l'Ukraine puisqu'une capitaine ukrainienne pilotera ce relais constitué de 27 sportifs européens. Et oui, un moment de cohésion des territoires puisque parmi les 65 territoires qui vont être engagés dans ce relais, nous avons 6 collectivités d'outre-mer de la Guyane à la Martinique. Alors faisons tous ensemble de ce moment que nous avons la chance ici d'accueillir dans notre pays un grand moment d'unité et je compte sur chacun d'entre vous. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.